Vous écoutez Seriland et dans cet épisode, je vous propose un grand entretien avec Arnaud Malherbe, réalisateur de la série Chef, de Belleville Story et de Moloch, à voir actuellement sur arte.tv. Nous nous sommes rencontrés pour la première fois avec Arnaud Malherbe dans une petite salle du Palais des Festivals à Cannes. Il pleuvait des cordes sur la croisette, le ciel, bas et gris, ressemblait étrangement à celui de sa série qui se déroule pourtant en Belgique. Arnaud Malherbe m'a alors embarqué dans les coulisses de la fabrication de Moloch, avec passion. Il m'a raconté les repérages pour les décors, l'importance de l'identité visuelle, des costumes. Il a surtout insisté sur le pourquoi de cette série, à quel point il avait voulu évoquer, à travers un thriller fantastique, l'hyperviolence de la société. Une histoire écrite avec Marion Festrest, qui a séduit le jury du festival Cannes Série. Arnaud Malherbe est reparti de la Côte d'Azur avec le prix du meilleur scénario. Il était temps de reprendre notre conversation pour ce nouvel épisode de Seriland. Je m'appelle Eva et j'ai tremblé devant les 6 épisodes de Moloch avec comme un goût de malaise, quelque chose d'assez incompréhensible, imperceptible, ou du moins au début de la série. Cette histoire de corps s'enflammant sans qu'on comprenne pourquoi a suscité chez moi une fascination morbide. Des corps qui prennent feu, des policiers dans l'impasse et une population effrayée, voilà pour le décor. Et puis il y a Louise, jeune journaliste, bien décidée à enquêter sur ces immolations, avec l'aide de Gabriel, un psy lié intimement à ces drames. Le feu obsessionnel chez Louise, l'eau de la mer du Nord pour Gabriel qui court le long des plages immenses. Moloch se joue des symboles et nous embarque dans un monde onirique dont vous pourriez ne pas sortir indemne. Pour débuter, il fallait revenir sur cet homme, banquier, dont le corps s'est enflammé alors qu'il se rendait à son travail. Louise croit tenir son premier scoop et retrouve une femme, témoin de la scène. Le feu, il est parti d'où? Quelqu'un a acheté un produit, un truc a explosé? Je sais pas. Concentre-toi. Ça sentait le gaz, l'alcool? Une odeur inhabituelle? Non, je crois pas. Il a juste pris feu. Comme ça. Personne ne prend feu comme ça. C'est donc la première scène de Moloch qui pose le mystère de façon le plus épais possible, dans la mesure où on a une forme de validation de l'idée que ce qui vient de se produire est impossible. Bonjour Arnaud Malherbe. Bonjour Eva. Nous sommes donc quittés dans la brume cannoise. Depuis, la série a été diffusée en public et sur grand écran pendant le festival Cannes Série, où vous avez reçu le prix du meilleur scénario. Moloch a été également diffusé sur Arte et la série est toujours disponible sur arte.tv. Est-ce que ça signifie que la page Moloch est tournée pour vous ? Oh, c'est étrange ça. Je crois que c'est jamais tourné, d'autant que comme Moloch est déjà pour moi une espèce de retour à la racine de ce que j'ai envie de faire et au monde fantastique. Donc j'ai l'impression que c'est plutôt le démarrage ou le redémarrage de quelque chose. Non, Moloch m'accompagne encore. Moloch, c'est 6 ans de votre vie, Arnaud Malherbe, c'est ça ? Ouais, c'est étrange dit comme ça. Hein. Ouais. Dans quel contexte est née cette idée et quels sont les éléments déclencheurs du récit ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans mon cas, pour le coup, 6 ans, parce que j'ai fait d'autres choses entre-temps, hein, c'est toujours entrecoupé d'autres moments de travail, d'autres épisodes, d'autres films. Mais c'est quasiment de l'archéologie, en fait, qu'il faut faire pour savoir pourquoi et c'était quoi le départ du début. Et du coup, au fil des interviews et tout, c'est un peu remonté. Et je crois que vraiment, le tout premier, la toute première envie, c'était déjà de faire une rupture avec ce que je venais de faire juste avant, qui était Chef, de revenir à quelque chose de plus radical, de revenir à du fantastique, qui sont mes premières amours. Moi, je suis né, entre guillemets, dans les films avec un court-métrage qui s'appelle Dans leur peau, avec Fred Testo, qui avait gagné le festival du film fantastique de Gérard May. Donc voilà, pour moi, revenir au fantastique avec Moloch, c'est comme je disais, c'est presque un retour aux sources. Et donc l'idée était de faire quelque chose en toute liberté, et naïvement, je me suis dit que la liberté, ça voulait dire l'économie de moyens. Et donc j'ai conçu au tout départ la série comme une espèce d'in-treatment thriller fantastique. C'est-à-dire, l'idée était de poser un thriller, une intrigue, dans un cabinet de psy, avec un défilé de patients, sachant que un, voire plusieurs, étaient potentiellement
impliqué dans ce qui se passait à l'extérieur. Et au fil de l'écriture, j'ai débordé du décor, et de plus en plus de décors, et puis après c'est imposé un désir esthétique, architectural, de créer une ville un peu On va y intemporelle. revenir, ouais, tout à fait. Et puis toute Ouais. la symbolique du feu et tout, je me dis Bien c'est sûr. quand même dommage de dire oh, mon Dieu il a pris feu, c'était horrible et c'était impressionnant, et puis pas le filmer. Alors, je reviens simplement sur le contexte parce que je pense que c'est important aussi qu'on comprenne. Quand je dis 6 ans de votre vie, on est en 2014 à peu près, à un moment où vous avez l'idée de cette série. 2015 arrivent les attentats. Et je crois que ça a été aussi quelque chose de déterminant dans l'écriture de la série. Bien sûr, on était déjà un peu, on baignait quand même dans ces choses-là. Les attentats, ils n'ont pas démarré avec Charlie Hebdo. Mais ce qui est clair, c'est qu'il y avait deux choses. C'est que, la série, je pense qu'elle est marquée par l'idée que quelque chose tombant du ciel, ou en tout cas incompréhensible, peut vous frapper à n'importe quel moment. Après, ça, c'est l'histoire de la condition humaine. On peut mourir tout à l'heure en traversant la rue. Mais là, il y a quelque chose de violent et de décidé, de voulu, pour une raison qu'on ignore, qu'on ne comprend pas bien. Et puis de façon plus prosaïque, en fait, moi, quand je l'ai proposé donc, à Arte, c'était fin 2014, il y avait un accord de principe, si mes souvenirs sont bons, il y a eu les attentats, et je me suis dit, mais jamais, jamais, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'ambiance, hein, encore pire qu'aujourd'hui, je trouve, donc il faut le faire. Et je pensais qu'ils n'iraient pas, et qu'ils y sont allés d'autant plus. Donc c'était assez enthousiasmant, ça. Alors, pardon pour la question très matérialiste, mais c'est pour bien qu'on comprenne. Dans le pitch de la série, je racontais qu'il y avait des corps qui s'enflammaient, et on le voit vraiment à l'écran, dès les premières scènes. Comment on fait pour enflammer des corps ? En tant que réalisateur, je m'adresse au réalisateur. Hein. On invoque Moloch. On invente Moloch, qui est une déesse, Et voilà, une divination du feu. Une divinité antique, et puis Ouais. ça se passe, voilà, si vous êtes vraiment croyant, ça se passe comme ça. Non, il y a plusieurs moyens. Moi, j'avais une envie de quelque chose d'assez organique et d'assez old school, entre guillemets. Et donc, pour moi, la base, c'était on fait tout en SFX, donc avec un cascadeur qui met du gel, une combinaison. Il y a tout un système. C'est presque, il y a même un moment presque un peu religieux dans ça, d'ailleurs. Ils sont donc sous la tente, en pleine respiration, parce qu'en fait, le gel les refroidit, paradoxalement. C'est ça qui est fascinant. Et donc, en fait, ils sont frigorifiés avant de partir en torche. Et après, donc voilà, il y a le cascadeur, donc, qui est Sébastien Laby, qui a fait un travail formidable d'ailleurs sur la série, qui est un ancien pyromane d'ailleurs, pour la petite histoire. Et il m'a raconté ça pendant le tournage. Ancien pyromane ? Ouais, enfant, il mettait le feu partout, et les flics l'ont arrêté. Et à un moment, ils ont dit, tu nous fais chier, essaie d'en faire ton métier au moins. Et il est devenu cascadeur spécialisé dans les cascades de feu. En Quoi. partie pour ça, ouais. D'accord. Et voilà, on est tous un peu. Ouais. On va y revenir là-dessus, on va y revenir. Et donc voilà, donc alors les torches marchent plus ou moins bien avec un déclencheur, et des fois on se retrouve avec un cascadeur qui a 4 pattes avec un chalumeau qui allume. Ça, c'est la base. On a des torches qui, du coup, au départ, les gars me disaient que peut-être on pourrait tenir une dizaine de secondes, une quinzaine. Je crois qu'il y a une torche qui a tenu 35 secondes. Donc c'est très très impressionnant. On filme à 2 caméras, donc on fait durer le temps finalement comme on veut. Après, il y a des problématiques évidemment de logistique, de préparation, d'autorisation. C'est-à-dire qu'on ne peut pas partir en feu n'importe où comme ça. Donc il y a quelques endroits où on n'a pas pu du tout le faire. Donc là, on a fait appel à des VFX. On a travaillé avec une boîte qui s'appelle Mathematics. Donc là, on attrape on met dans un ordinateur des flammes attrapées à droite à gauche, ou que nous on filme. Et là, c'est vraiment un travail digital. Et il y a aussi une combinaison des deux qui peut marcher, c'est-à-dire renforcer ou redesigner un petit peu une torche réelle avec des VFX. Est-ce que le réalisateur que vous êtes était parfois un peu flippé de voir votre cascadeur réalisant ces torches humaines ? En fait, je ne me rendais pas vraiment compte, parce que je me disais, voilà, de toute façon, on fait tous semblant, on fabrique des films, on sait qu'on fait semblant de faire les choses. Et je me souviens d'une anecdote, c'est sur la première torche. Les gars avaient mis un peu de temps, enfin, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ils n'arrivaient pas, et j'étais super énervé, et je m'apprête, je cours vers la tente où ils étaient en train de se préparer, il y avait vraiment du retard, et j'ouvre la tente, et je rentre prêt à, sinon gueuler, mais au moins de marquer mon mécontentement. Et je les vois là, tous les 4, dont lui recouvert de gel, avec quasiment les bras en croix, en train de faire de la respiration comme du yoga. J'ai fait, non, ok, je vais peut-être rien dire là. Je vais attendre un petit peu, je vais laisser les professionnels travailler. Mais c'était très religieux, entre guillemets. Enfin, en tout cas, on sentait qu'il y avait un moment qui était important. Je me suis dit, mais ouais, il y a quand même un gars qui va partir en feu là. Moi, je suis dans mon film, mais voilà, respectons un peu ça, et il y a un temps nécessaire pour ça. Alors, on vient de parler des victimes de ce feu. Moloch s'articule aussi autour de 2 personnages, Louise, qui est une jeune journaliste, et Gabriel, qui est un psychiatre. 2 êtres cabossés par la vie, tous les deux.
Avant que vous nous expliquiez pourquoi vous avez ancré la série dans une ambiance psychiatrique, j'aimerais qu'on écoute un extrait. Gabrielle a croisé la route de Louise, hein. C'est au tout début, ils se sont à peine parlé. Et puis quelques heures plus tard, elle va découvrir un enregistrement dans lequel il a dépeint. Petite fille. Fille unique, froide, seule, menteuse, tricheuse. Peu d'amour, pas de plaisir, jamais. À part nager, sans le chlore, la piscine, s'immerger, se laver, dégoût de soi, des autres. Déguiser, faire semblant, enrager, souffrir, se perdre. Changer, un jour. Jolie, triste, front plissé, sillonné, torturé, colère, buté, obstiné, kamikaze. Personne ne compte sur personne. Un portrait que fait donc ce psychiatre après avoir croisé vraiment quelques secondes le chemin de Louise. J'aime beaucoup ce passage parce que c'est extrêmement bien écrit et bien interprété par Olivier Gourmet qui joue le psychiatre. Qu'est-ce qui vous fascinait à ce point dans la psychiatrie pour que vous en fassiez, je dirais, l'axe principal de Moloch ? Pas grand-chose en fait. C'est-à-dire que j'ai pas une passion, fascination. J'y suis allé un petit peu. Je n'ai pas été passionné ni fasciné par ce qui se passait là. En revanche, c'est un biais, un véhicule de fiction qui est absolument extraordinaire parce que c'est quelqu'un qui enquête dans la tête des gens. Donc typiquement, nous, en tant qu'auteur, que scénariste, c'est l'outil idéal. Je trouve ça même presque plus intéressant qu'un flic. Donc c'était ça vraiment moi qui m'intéressait. Et par ailleurs, après on a écrit ça et ces textes et toutes les séances sans absolument même se poser la question de savoir si on respectait... Ah, c'est ce que j'allais vous demander. Vous n'avez pas pris conseil auprès d'un psychiatre pour savoir si les termes que vous utilisiez étaient justes ou pas ? Non, c'était une erreur d'ailleurs, parce qu'en général, on a tendance à le faire. Hein. Sur Chef, on avait passé des jours et des jours dans les brigades, on avait enquêté, on avait sans pour autant... Parce que Chef était, pardon, je précise, mais qui était une fiction, que vous pouvez d'ailleurs toujours voir, parce qu'elle est disponible sur la nouvelle plateforme Salto, qui met en ligne les productions de France Télévisions et qui se passait dans un thriller qui se passait dans le milieu des cuisines. Hein. Et là, vous aviez fait appel à des chefs, en l'occurrence, des experts. Mais là, pas d'experts psychiatres. Et non, bizarrement, on n'a pas ressenti le besoin. Je crois qu'il y a... Je m'inquiéterais à votre place. Non, pardon. Oui. Non, mais il n'y a pas de règle. C'est-à-dire qu'on avait le sentiment que ce qui se passait narrativement, scénaristiquement, dans les situations, dans le film en général, à nos yeux en tout cas, fonctionnait. Et donc voilà, on n'a pas eu besoin de plus de réassurance sur les psychiatres et le monde de la psychiatrie, de la même façon que je pense que tous les gens qui font des westerns ne vont pas faire une formation de cow-boy. Donc voilà, je crois que... Mais voilà, c'est pas une règle. Hein. C'est-à-dire que peut-être le projet d'après, je vais aller voir 12 000 spécialistes de la question dont je veux parler. Alors je vais quand même faire ma petite service. Comment vous avez... C'est une question rituelle dans Seriland. Comment vous avez choisi les prénoms et les noms de vos personnages ? Gabriel, c'était assez facile. C'était en rapport avec l'ange Gabriel qui sauve. Louise, je ne sais pas du tout. En fait, ça, c'est une vraie question intéressante. C'est qu'on est toujours un peu piégé, surtout quand on additionne un petit peu les projets. Parce que les prénoms, finalement, qui ne fassent pas trop dater, qui soient crédibles, qui ne fassent pas super, genre, je me la joue. En fait, il n'y en a pas 3 millions, quoi. Et donc, en général, nous, on a tendance à essayer de trouver des prénoms en une syllabe, maxi 2 syllabes. Et j'ai l'impression, là, sur mon long métrage, elle s'appelle Chloé, et je crois que dans les premiers épisodes, dans les premières versions du scénario, elle s'appelait Chloé dans Moloch, la personnage principal. Ah, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que vous avez un prénom qui revient dans toutes vos œuvres ? Vous avez comme une sorte de petit gris-gris où vous dites ça va me porter chance ? Ou autre chose, je parle des prénoms, mais peut-être qu'il y a un autre élément, peut-être un élément de décor que vous mettez à chaque fois. Ou... Il y a des réalisateurs qui font ça. Est-ce que c'est votre cas ? Je suis sûr qu'il y a ça, mais là, j'ai pas ça en tête, mais je vous le dirai à la fin de l'émission. D'accord, très bien, mais parfait. On dit un mot du casting. Arnaud Malherbe, Olivier Gourmet, intrigue et intrigant dans ce rôle de psychiatre. Marc Zinga, qui excelle dans celui de Jimmy, un des patients. Est-ce que c'était une évidence pour vous de recruter ces deux acteurs ? Sur Olivier, en l'occurrence, c'était pas du tout... j'avais pas du tout de comédien en tête, en fait. Et donc, c'est vraiment au fil du casting, des réflexions, des échanges avec la directrice de casting
et qu'on a dessiné un personnage. Et surtout, la question, c'était de mettre en place un couple qui n'est pas un couple amoureux, mais qui est un couple qui doit être, pour utiliser un symbole facile, un peu comme l'eau et le feu. Et donc voilà, en fonction des évolutions du casting pour Louise et du casting pour Gabriel, il y a quelque chose qui s'est goupillé, que moi j'ai trouvé assez magique, justement, entre Olivier et Marine, où j'avais très très envie de les faire se rencontrer, qu'ils se choquent et qu'ils se sauvent l'un l'autre. Voilà, et j'ai trouvé que leur relation de personnages était super. On va revenir sur Marine Vatch, qui incarne Louise. Juste un mot de Marc Zinga. J'allais y venir. Alors ouais, Marc, qui est incroyable. Ouais, c'est le seul personnage qu'on avait en tête en écrivant. Parce que vous le connaissiez depuis longtemps. Je l'avais vu en fait il y a quelques années dans une fiction sur Canal avec Clovis Cornillac justement, qui s'appelait Mr Bob, où il jouait Mobutu. Et je l'avais vu arriver donc à l'image, et je me suis dit qu'est-ce que c'est ridicule, Mobutu, Marc Zinga, enfin moi, je ne le connaissais pas de nom à l'époque. Et en très exactement 15 secondes, il m'avait mis la chair de poule, il m'a électrisé. Et je trouve qu'il a une capacité à la fois de douceur, d'empathie, de mystère, pas de vice, mais en tout cas je sais pas, il y a quelque chose d'assez indéfinissable, et que je trouve que pour le coup là, dans le rôle de Jimmy, justement, il excelle. Ouais. Donc ça veut dire que vous avez écrit un peu Jimmy en pensant à lui ? Tout à fait. D'accord. Est-ce que c'était le cas avec Marine Vatch, par exemple ? Pas du tout. Non, Marine, c'était exactement comme avec Olivier. C'est des castings qui se sont faits après. Qui incarne Louise, hein, ouais. la journaliste. Est-ce qu'elle ressemble d'abord à des stagiaires que vous avez croisés au cours de votre carrière de journaliste, qui était la carrière avant d'être réalisateur ? Ah oui. Ouais. Des filles jolies qui veulent être journalistes, qui en veulent, qui sont ramenées toujours à leurs conditions de jeunes filles, de jeunes filles jolies, justement, et qui sont un petit peu perturbées, qui sont un petit peu dans le désarroi, à la fois psychologique et presque, en tout cas, social, et qui finalement ne savent pas très, très, très bien où elles vont. Et en revanche, dans le travail, finalement, tout se cristallise là-dessus, c'est-à-dire, à la fois, ça donne un but, ça donne une quête, mais c'est vraiment ça, très concrètement, dans le travail de journaliste. Et puis, ça donne un sens aussi, peut-être, à son existence, temporairement. Mais je sais que beaucoup de journalistes, on était comme ça, nous, à une époque aussi, on est très, très investis, et ce métier, c'est sa vie, quoi. Elle n'est pas un peu vieille, Marine Vatch, pour interpréter une stagiaire ? Oh, elle est super jeune. Elle est super jeune, c'est vrai. Non, maintenant, la génération stagiaire, c'est jusqu'à 33 ans. Hein. C'est vrai, vous avez raison. C'est peut-être pour ça que inconsciemment, c'est peut-être pour ça que vous l'avez. Alors, on peut pas tout dire, on peut pas tout spoiler dans la série, mais il y a quelque chose. On va en parler évidemment, mais il y a quelque chose de la dénonciation de la société capitaliste. On va y revenir. On n'a pas parlé du casting. Moi, j'ai été extrêmement impressionnée par le travail des lumières. Tout est raccord, mais dans les moindres détails. Les tons sont jaune, marron, depuis le ciel jusqu'au décor des bureaux de l'hôpital. Hein, les lieux où se déroulent la plupart des actions participent d'ailleurs à cette ambiance pesante. D'où sortent, j'allais dire, cet hôpital et cet hôtel, qui sont deux décors très présents dans Moloch. L'hôtel, vous voulez dire le motel à la fin, non ? Oui, exactement, Ouais. exactement, qui je trouve ressemble en fait à l'hôpital. En fait, tout ça procède d'un désir, ça fait des grands mots, mais c'est ça, en fait, d'un désir esthétique qui est justement de ne pas poser l'histoire dans une ville identifiable. Et même sans l'appeler Rouen, Cherbourg ou Rennes, qui soit identifiable comme ville française d'aujourd'hui. Donc, moi, j'avais cette envie-là dès l'écriture de la Bible, avec une addition de photos. Et l'idée était de créer une ville. On parlait toujours de Gotham City, c'est un peu ridicule parce que c'est évidemment pas ça, mais c'était dans l'idée d'une ville intemporelle, d'ici et maintenant, mais qu'on ne connaît pas. À partir du moment où on a décidé ça, esthétiquement, ça ouvre des portes incroyables. C'est-à-dire que du coup, on choisit ce qu'on veut. Du coup, on choisit la piscine et on dit que ce sera la piscine Art déco. On choisit un motel qui est goût américain, mais parce que aussi, on est empreint de cette culture-là de fiction. Et du coup, c'est à la fois symboliquement intéressant parce que ça permet de donner un caractère universel finalement au récit, et en même temps, honnêtement, c'est ludique. C'est juste excitant, et graphiquement, ça permet de ramener plein de choses. Après,
Je suis d'accord avec vous, c'est ludique, mais c'est vrai qu'on sent la précision à la fois du scénario et de la réalisation, parce que même les tenues contemporaines, hein, les costumes, les petites tenues que peut porter Louise, etc., se fondent dans le décor. Il y a quelques taches de rouge comme ça qui explosent parfois aux images. C'est vraiment très, très réussi. Je vous propose de rester dans le bureau du psy. Votre héros, interprété par Olivier Gourmet, donc, a besoin d'une consultation parce que lui aussi va pas très bien. Entretien avec sa consoeur. C'était réel. Il était là, il me parlait. C'était sa voix. Je me suis rendu compte que je ne me souvenais plus du son de sa voix. Tu sais, tout ce que tu as refoulé depuis si longtemps, quelque chose a dû débloquer ça. Et ça déborde. J'ai choisi cet extrait, Un homme à l'herbe. Alors, d'abord parce que vous m'avez embêté, parce que je ne peux pas prendre n'importe quel extrait, sinon on va spoiler et qu'on va se faire gronder par les gens qui nous écoutent et qui n'ont pas encore regardé la série, à juste titre. Mais je l'ai choisi parce que dans cet extrait-là, vous faites des gros plans sur le visage d'Olivier Gourmet et que ces gros plans, ils répondent aussi à des plans beaucoup plus larges dans la seconde qui suit, sur la ville, sur les plages, que vous passez aussi des scènes de feu aux scènes d'eau, que vous alternez des phases de dialogue dense avec des silences, des grands silences. Est-ce que c'est une vue de l'esprit de ma part ou est-ce que c'était vraiment une volonté de votre part de jouer de tous ces contrastes-là ? Non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que au-delà d'un récit écrit et avec un fond, en tout cas on défend et on assume, il y a la question du comment on raconte. Et la question du comment on raconte, elle balaye un certain nombre d'outils qui sont donc la mise en scène, la lumière, le montage, et sont des choses qui sont qui sont capitales dans la mesure où je crois pas qu'on puisse raconter. C'est pas du théâtre filmé, les films. Et peut-être que majoritairement en télévision, quoique ça change depuis quelques années, il y a encore un peu une timidité à utiliser en fait tout le langage et toute la grammaire en fait cinématographique ou filmique, et que je pense qu'il faut assumer ça. Et c'est intéressant que vous parliez de cette scène-là, parce que par exemple cette scène-là, donc la caméra est très proche d'Olivier et son ami psy est loin et elle est dans le flou. Et au moment de tourner, et je vois la scène et je me dis, mais il faut laisser comme ça, il faut acter ça, que toute la scène, elle est floue. Et j'en discute et j'en parle avec Christophe Nuyets, mon chef-op. On parlait tout à l'heure des décors et de la lumière et tout ça, et on ne fait pas des films seuls, on fait des films avec d'autres talents aussi, dont notamment Christophe Nuyets et Laurie Colson au décor. Et je me dis, mais on va garder ça. Et lui me dit, bah ouais, j'hésite un peu, je me dis, tiens, je vais peut-être faire un contre-champ, puis on se dit, si je le fais, on va m'obliger à le mettre, enfin pas m'obliger, mais en tout cas où je serais tenté de le mettre. Et bref, tout ça pour dire que c'est aussi le plaisir d'affirmer quelque chose. D'affirmer quelque chose à la fois dans le récit et d'affirmer quelque chose dans la fabrication, dans la mise en scène, dans le montage aussi, où j'ai travaillé avec Florian Allier et Auric Delannoy. Et on a des vraies discussions, et on pousse, on casse un peu le film, on réinvente au montage aussi des choses. C'est aussi une écriture, le montage. Et ce type de projet-là, à l'intérieur de ce type de chaîne comme Arte, on peut faire ça. Alors c'est marrant parce que quand je vous écoute, je comprends aussi la façon dont sont construits les différents épisodes et j'ai été très étonnée de la façon dont tourne, dont la série prend un virage aussi après le deuxième épisode, où les deux premiers là sont là pour poser les choses, pour poser les personnages, et après il y a une forme d'accélération et on sent que vous l'avez voulu au montage. C'est pas simplement dans l'enquête en tant que telle, mais dans le montage. Et vous avez sans doute noté, Arnaud Malherbe, que depuis le début, j'insiste pas sur le côté fantastique de la série. Alors, non pas pour effrayer les auditeurs, mais parce qu'en fait, je pense que cette part de fantastique, elle représente au fond ce qu'on ne parvient pas à expliquer dans nos vies au quotidien. Est-ce que je me trompe ou pas ? Mais c'est cette part d'inexplicable, il nous arrive des choses tous les jours, on ne sait pas d'où ça vient. Et c'est ça, en fait, cette histoire de gens qui prennent feu. Mais le fantastique, c'est ça. Le fantastique, c'est pas exclusivement produire du spectacle pour se désennuyer de la vie quotidienne. C'est pas un train, un fantôme. C'est pas ça le fantastique. Le fantastique, c'est un langage et c'est un détour poétique pour parler de la réalité et pour essayer d'attraper d'une certaine façon. Il y a d'autres façons aussi, la façon naturaliste,
est totalement recevable, et moi je l'aime beaucoup par ailleurs. Mais cet outil fantastique-là, moi j'ai l'impression qu'il est absolument merveilleux pour raconter le réel. Eh ben alors, transition toute trouvée, parce que dans ces séries-là, on est convaincu que les séries sont un miroir de la société, un miroir parfois déformant, mais comme j'aime à le répéter, mais miroir quand même. Et Moloch nous raconte notamment ça, extrait d'un dialogue entre Louise et un tatoueur qui a des infos pour elle. Salut Fred. Qu'est-ce que tu veux? J'ai juste besoin d'une adresse au dernier numéro. Je dirais pas que ça vient de toi. C'est pour un article sur les mouvements politiques radicaux. Tu connais quoi la politique, toi? Ça t'intéresse encore? Apparemment, t'es revenu dans le droit chemin, c'est bien. Un goût de gratte-merde, une consommation industrielle de merde, une télé de merde. Tout ce qui défonce la planète, quoi. Et les bizarres et les monstres, c'est les autres, c'est ça? Les handicapés, les sans-abri, les malades mentaux, les trop petits, les trop gros. Tous ceux qui, un jour, quand ils auront enfin compris, viendront défoncer tout le monde de merde. Qu'est-ce que Moloch nous raconte de la société, Arnaud Malherbe? Ça, c'est-à-dire que j'allais dire le sous-texte, mais c'est même pas le sous-texte en fait. C'est que à travers ce récit-là, fantastique, j'ai l'impression qu'en tout cas on a essayé de raconter des choses qui sont, oui, cette espèce de soubresaut, de violence, de révolte, de colère, qui de prime abord comme ça peut être vu un petit peu comme une façon simpliste de raconter les choses, mais c'est pas simpliste du tout en fait. C'est très exactement ce qui est en train d'advenir. Donc soit on le regarde, soit on le regarde pas. Et, et si on le regarde, on voit ça, on voit qu'en fait, ce système démocratique, capitaliste, dont on pensait il y a encore quelques années que c'était la fin de l'histoire, parce que tout ça a été merveilleux, on voit très bien que en fait, c'est un produit mortifère, qui est à la fois générateur d'injustices extrêmement violentes, et puis qui tout simplement et tout bonnement détruit le vivant. Donc on sait très bien qu'il y a une fin à ça. La question après, c'est soit on regarde ailleurs et on fait semblant que tout ça ne se passe pas, soit on essaie de réagir ou de réfléchir. Et encore une fois, c'est pas tant de dire que la série affirme quelque chose politiquement, mais ce qui était important pour nous, je crois, c'est que ça traverse des choses que nous, on peut vivre au quotidien ou voir à travers les médias ou essayer de comprendre par nos lectures. Et que oui, je pense que d'une certaine façon, la série, ou en tout cas tente d'être plutôt l'allégorie de tout ce qui est en train de bouillonner. Est-ce que vous vous souvenez le jour où vous avez écrit cette scène ou pas? Le jour où j'ai écrit cette scène? Ah non, pas du tout. Non. Ni en quelle année? Non. Sur les 6 ans de projet. Je veux dire, il n'y a pas eu un événement dans l'actu. On est dans quel épisode? Dans le 3, là? Non. On est dans le 4 même, je pense. Dans le 4? Ouais. De toute façon, c'est quelque chose qu'on a écrit avant, par exemple, les Gilets jaunes, avant toutes les manifestations de rue un peu radicales. Après, il y avait eu probablement les manifs retraites. Mais très clairement... C'est dans le 3, c'est bien dans l'épisode 3. Ouais, pardon. Ouais. Moi, je crois que, pour le coup, quand on écrit des histoires, nous, notre matière, c'est à la fois la réalité et l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on passe nos journées à penser à ce qu'on va raconter comme histoire. Et donc, on est consciemment ou inconsciemment, totalement traversé par la réalité, par le présent. Et on régurgite ça. Et peut-être malgré nous, hein, de temps en temps. Donc, évidemment que ce qui se passe à tous les niveaux de notre vie impacte ce qu'on raconte. Quitte à se faire un peu peur parfois, en précédant un peu l'avenir. Mais vous trouvez qu'on précède? Moi, je regarde. Non, là, on est en plein dedans. Mais on est en plein dedans, mais parce qu'on peut se dire qu'on est en plein dedans, parce qu'on vient de voir la série, qu'on est empreint de l'actu du moment. Mais s'il n'y avait pas eu une actu aussi lourde... Mais elle est récurrente, cette actualité. Elle est récurrente, on est d'accord. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on était en phase de montage, justement, on était en plein manif des Gilets jaunes. Ouais. Et on était en plein de monter ça, et on se disait... Et on a eu des discussions avec la chaîne, d'ailleurs. Est-ce que ça vous a fait changer des choses dans le scénario ou dans l'écriture des scènes, où vous avez repris des petits éléments parce que vous dites il y a ça qui m'inspire, ou au contraire, je ne veux pas être trop ancré dans cette actualité-là? Non, mais en revanche, c'est vrai qu'on a eu quand même quelques échanges avec mes monteuses, avec
avec les gens de la chaîne, et on sentait que, oui, il affleurait que du coup, il y avait quand même un discours politique, et que, voilà, donc est-ce que c'était bien ci, bien ça, est-ce qu'il fallait pas faire moins ou à côté et tout, et on a fait strictement ce qu'on a voulu, et avec l'aval de la chaîne, mais ça a été une discussion, oui. Alors, il y a 2 personnages, je le disais, qui sont ce psy et cette journaliste, des personnages très forts qui m'ont fait penser, évidemment, à un autre personnage. J'ai mis 30 ans à en arriver là où j'en suis. 30 ans à bosser comme un chien, 16 heures par jour, 6 jours sur 7. À suer dans une chaleur, à me brûler la couenne. J'ai pas d'amis, j'ai pas de femme, j'ai pas de famille, j'ai même pas d'argent, rien. Tout ça parce que mon métier, c'est ma vie, c'est toute ma vie. Bonjour à tous! C'est un Astrala, extrait de la bande-annonce de Chef, votre précédente série diffusée sur France 2 avec Loïs Cornillac dans le rôle principal. Ça vous fait quoi de l'entendre, cette bande-annonce-là, quelques années plus tard? Ah, c'est drôle, j'aime bien. Ouais, c'est un très bon souvenir. Pour vous, parce que j'imagine bien qu'il n'y a pas une recette magique, c'est quoi un bon personnage? Oh. C'est quoi un bon humain, quoi? Non, un bon personnage, c'est un personnage déjà dont on a envie de raconter l'histoire. Et c'est un personnage forcément qui est... Après, ce sont des éléments évidents de dramaturgie, mais c'est un personnage qui est complexe, qui a un désir, qui est empêché, et pour lequel on a de l'empathie d'ailleurs, je pense, forcément. Quelle que soit sa nature, que ce soit un gentil, entre guillemets, ou un méchant, il faut avoir vraiment de l'empathie, le comprendre, se mettre à sa place. Voilà, c'est ça. Alors après, un psy, un chef, cuisinier, une journaliste. Alors, journaliste, c'est un métier que vous avez exercé. Hein. Je ne sais pas si vous êtes fin cuisinier et fin psychologue par ailleurs, Olivier, j'allais dire Olivier Gourmet, Arnaud Malherbe. À quoi ressemblera votre prochain héros ou héroïne? Est-ce que vous le savez déjà? Oui. Ah non, mais c'est trop court. Non, mais me dites pas oui, et puis vous n'allez pas m'abandonner comme ça. Non, je peux pas trop en parler encore maintenant, mais oui, voilà. En tout cas, je réfléchis, je travaille, j'écris, et avec avec un producteur sur un projet, on va dire, qui est, pour faire court, politique et historique. Et Moloch est toujours en vous? Vous l'avez encore dans la peau, cette série? Ah ouais, bah, jusqu'à la fin. Enfin, c'est vraiment, enfin, c'est des parallèles d'évidence, mais c'est un enfant, même si c'est un enfant turbulent et violent et rêveur et tout, mais c'est un de nos enfants. En parlant d'enfants et de famille, hein, vous écrivez avec Marion, je vous laisse prononcer le nom de famille de votre compagne. Festretz. Et au passage, il faut comprendre qu'il y avait vos enfants qui jouaient aussi dans Moloch. Comment on travaille à deux quand on vit aussi à deux? Est-ce que c'est une facilité pour vous? Ça semble évident, ou au contraire, ça demande 2 fois plus de travail? Non, pour nous, c'est une évidence. C'est-à-dire que ça fait partie de notre vie quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a précisément assez peu d'étanchéité entre les phases de travail et les phases de vie personnelle, de couple et de famille même. C'est-à-dire que les enfants sont très au courant de ce qu'on fait, on en parle beaucoup. D'ailleurs, donc, Roman, le petit, a joué dans Moloch. Lui et son frère ont joué dans le long métrage que je viens de terminer. Parce que voilà, pour nous, c'est une façon aussi de les emmener vers ce qui nous passionne, nous. Et puis, ça les passionne eux, donc coup de chance. Et après, avec Marion, en fait, on travaille vraiment à 4 mains. C'est-à-dire qu'à la fois, on se fait des réunions de travail plus officielles, entre guillemets, où on a des vraies discussions, chacun repart avec les idées qui ont été lancées, on commence à écrire chacun de notre côté, on se fait lire, on échange les textes. Et l'autre élément qui est très très agréable quand on est justement en couple, c'est que c'est pas très compliqué d'obtenir un rendez-vous, de se caler un rendez-vous, et que du coup, quand on est soit en train de préparer le repas, soit de prendre l'apéro, soit d'être partir en vacances sur l'autoroute, en fait, on parle. Et donc, je sais pas si on gagne du temps parce qu'on n'écrit pas super vite non plus, mais ça permet vraiment de fouiller, d'aller au bout des choses, ouais, je crois. Et le fait d'être un homme et une femme, ça permet aussi d'avoir 2 visions du monde, et donc de représenter aussi une vision plurielle dans vos séries et dans vos œuvres en général. Moi, je pense que ça, c'est quelque chose qui est important pour les autres. Vous, c'est intégré, en fait, c'est pas conscient, non, c'est ça? Moi, j'ai pas l'impression que le côté sensibilité féminine et tout ça, moi, je trouve ça insupportable. Et j'ai l'impression qu'on est tous les deux féministes déjà, donc
C'est peut-être pour ça que ça vous paraît. Mais après, c'est deux sensibilités d'être humain, voilà. Oui, c'est ça qui est important. Et après, je pense que pour les partenaires, en général, c'est toujours bien qu'il y ait un homme, une femme, et voilà. Et qui a eu l'idée de Moloch, le nom de Moloch? C'est moi. Et la création, au départ, c'était vous aussi? Oui, tout à fait. Bon. Merci beaucoup Arnaud Malherbe pour ce grand entretien. Les 6 épisodes de Moloch sont à voir et revoir sur arte.tv. Merci beaucoup. La semaine prochaine, 2 nouveaux épisodes de Sérieland vous attendent. Il sera question de personnages historiques. Avec mes sérievoires préférés, nous reviendrons notamment sur la nouvelle saison de The Crown à voir sur Netflix. Sérieland est un podcast d'Europe 1 Studio, produit par ma reine, Adèle Ponticelli, réalisé par Christophe Pierrot et préparé en coulisses par Clémence Olivier, Magali Buteau et Tristan Barrault. Si cet épisode vous a plu, écoutez le prochain qui arrive très vite. Et surtout, je compte sur vous pour en parler, commenter, nous dire aussi quelles sont vos séries préférées. Rendez-vous sur la page Facebook Sérieland. Attention, dans Sérieland, il y a une règle, on l'a respectée aujourd'hui, à vous de la respecter aussi, pas de spoil. Abonnez-vous, comme ça on ne se quittera plus.